Sur la planète des hommes, je vais vous raconter l'histoire des trichodesmiums. Sur Terre, la mer joue un rôle essentiel dans la régulation du climat. En capturant l'azote et le carbone, les trichodes permettraient au plancton de se développer dans les grands déserts océaniques de la planète. Ainsi, elles pourraient contribuer à capter une partie du dioxyde de carbone rejeté en excès par l'activité humaine. C'est dans le sud-ouest Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, que notre histoire commence avec le plus vaste contingent de nos mystérieuses cyanobactéries. Observée par Cécile Dupuis, océanographe opticienne à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, ces eaux de surface dépourvues de nutriments nous dévoilent pourtant la présence d'une forte concentration de chlorophylle, liée à des forts développements de trichodesmium que l'on peut détecter depuis l'espace. Et je me suis aperçue que la Calédonie et le Vanuatu étaient toujours envahis par des blooms, ce qu'on appelle des blooms, de chlorophylle de surface. Et ça m'a intriguée. Et on s'est posé la question, comment, avec Yves Dandonneau à l'époque, comment est-ce possible qu'il y ait de la chlorophylle dans une zone complètement stratifiée, oligotrophe. Oligotrophe veut dire pas de sels nutritifs, rien pour les algues. Comment se fait-il qu'il y a tant de blooms et à quel moment ils sont plus visibles, etc. Donc tout est parti de là. La première image nous a intrigués, on s'est posé la question quelle algue pouvait pousser à ce moment-là, en été en plus, autour de la Calédonie et du Vanuatu. Et on a eu l'idée de penser, enfin on a pensé que c'était donc une cyanobactérie qui se développe en eau chaude, stratifiée, et qui peut fixer l'azote de l'air et donc être indépendante du stock de sels nutritifs dans la mer. Et cette algue, c'est Trichodesmium. Bonjour Cécile. Mais comment allons-nous identifier et cartographier avec précision les trichodesmiums? Ce sont les satellites qui viennent à notre secours. Pour cela, les chercheurs doivent créer un programme propre aux eaux du lagon et spécifique à notre cyanobactérie. Après un long travail de terrain et de bibliographie, l'équipe constituera une base de données permettant une identification plus efficace. Est. Tous les satellites mesurent bien la chlorophylle au large, dans les eaux du large, mais une fois dans le lagon, comme le lagon a en moyenne 25 mètres de fond, les algorithmes ne fonctionnent pas. Il faut en créer des nouveaux, bien adaptés aux eaux lagonaires. Donc le but des mesures, c'est ça, c'est de créer un nouvel algorithme qu'on puisse appliquer ensuite aux images satellites. Donc après, tu verras comment on va faire les profils. C'est tout bête, c'est comme une CTD en fait. On le descend comme les CTD. Pardon. Mais que devons-nous mesurer pour détecter la présence des trichodesmiums? Il y a 6 canaux dans le visible, bleu, vert, jaune et rouge. Et avec ces 6 canaux, on peut détecter la chlorophylle, on peut détecter la turbidité, on peut détecter des groupes phytoplanctoniques particuliers, dont les trichodesmiums, justement. Donc on a besoin de mesures de validation sur le terrain pour valider les données. Voilà. Et il faut donc que le... Mais de quelle quantité d'énergie disposent les cyanobactéries pour la photosynthèse? Pour le savoir, Cécile mesure la quantité et la qualité de la lumière disponible pour la photosynthèse. Je lance l'acquisition là, attends. Voilà, hop, c'est parti, c'est parti. Alors on voit les spectres d'irradiance du ciel qui arrivent sur le capteur D1 et on voit le spectre de réflectance de la mer mesuré par le capteur D2. C'est parti. Voilà. Que les calibres. Non, c'est pas ça, c'est que là il y a part et turbidité et fluorescence et TS. Et l'autre, j'ai un atténuance-mètre. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas assez de sortie. Je vois. Et voilà, donc on est obligé de faire les deux chaque fois. À l'affût des trichodes, les mesures sont multiples. La clarté de l'eau, les concentrations de chlorophylle présentes à la surface, les nutriments, l'identification des groupes de phytoplancton.
qu'elles soient validées, ces mesures sont répétées à maintes reprises. On a 7 capteurs à descendre simultanément, donc on fait 2 CTD de suite. L'une à température, salinité bien sûr, et un capteur de turbidité, un capteur de fluorescence, et un capteur d'éclairement disponible pour la photosynthèse. Et l'autre a un atténuance-mètre. Toutes ces mesures nous permettent de déterminer les conditions environnementales dans lesquelles se développent les efflorescences de trichodesmium. En parallèle à cette activité de validation, on a lancé la création d'une base de données satellitale interactive à 250 mètres de résolution, donc vraiment adaptée aux problèmes spécifiques du lagon. Détection des blooms de trichodesmium par exemple, détection des panaches turbides à la suite de fortes pluies, détection de pollution dans les baies et à l'intérieur des barrières coralliennes. Voilà, donc ces données elles seront disponibles à tout utilisateur grâce à un projet qui se tient actuellement à l'IRD Nouméa. Comprendre la cyanobactérie, sa croissance, sa variabilité, son devenir et sa contribution au signal de la couleur de l'eau et à la chlorophylle de surface nécessite une validation. Au-delà du travail minutieux de collecte, avant de pouvoir utiliser les satellites pour une estimation de sa contribution au cycle du carbone et de l'azote. Cerner les quantités de trichodesmium présentes dans les eaux intertropicales est une chose, mais une question fondamentale persiste dans la communauté scientifique afin de comprendre l'impact de ces organismes sur le réchauffement climatique. Que devient l'azote capturé par trichodesmium? On teste une hypothèse. Finalement, il y a 200 millions de grammes d'azote qui sont fixés par ces organismes dans l'océan mondial chaque année. Et on ne connaît pas du tout le devenir de cet azote. On ne sait pas du tout s'il va aller contribuer à soutenir le phytoplancton, la photosynthèse du phytoplancton, et donc contribuer directement ou indirectement à l'export de carbone vers les profondeurs, ou bien si cet azote, qui est fixé par les organismes dits azotrophes, va soutenir la production bactérienne et être respiré dans la couche de surface. Donc ici, on va tester un petit peu ces deux hypothèses-là. Donc on prélève de l'eau, on injecte des traceurs et on regarde le long de la chaîne trophique où transite cet azote. L'azote, puisé dans l'air par les cyanobactéries, est un élément essentiel dans la fixation du carbone. Pour ces recherches, Sophie Bonnet, océanographe biogéochimiste à l'IRD, prélève et analyse de nombreux échantillons d'eau de mer. Voilà, j'ouvre ma seringue et j'injecte le gaz. Elle y ajoute des traceurs pour suivre l'assimilation de l'azote par trichodesmium et son devenir dans la chaîne alimentaire marine. Que le N2 puisse diffuser partout et que les cellules puissent l'utiliser. C'est à Marseille, au laboratoire d'océanographie physique et biogéochimique, que la traque au tricot se poursuit. Donc à Nouméa, après avoir fait les marquages isotopiques, j'ai incubé les bouteilles pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pour faire donc les analyses ici à Marseille, pour voir combien la communauté avait fixé d'azote atmosphérique. Et j'ai également pris des échantillons dans des tubes d'eau de mer qui a été fixés et puis conservés à moins 80 degrés, pour ensuite ici à Marseille les trier en cytométrie en flux afin de séparer les différents types cellulaires, les bactéries d'un côté, les cyanobactéries de l'autre, les pico-eucaryotes, les nano-eucaryotes. Pour les cellules les plus grosses comme les diatomées, elles ont été triées directement en microscopie. La population globale, C'est grâce au couplage de ces techniques innovantes qui permettent d'aller jusqu'au niveau de l'infiniment petit, c'est-à-dire au niveau de la cellule, que nous avons pu montrer pour la première fois que l'azote fixé par tricot est relargué dans le milieu environnant et il est effectivement réassimilé par d'autres phytoplanctons de grande taille, comme les diatomées, qui ne pourraient pas vivre sans tricot.
Et c'est un résultat très intéressant parce que le phytoplancton de très grande taille, c'est lui qui va être très efficace en termes de séquestration de carbone, donc d'une certaine manière de dépollution de l'atmosphère pour lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est également des organismes qui sont mangés, consommés par le plancton animal. Donc de ce fait-là, l'azote fixé par les trichodesmiums va pouvoir non seulement se transférer sur la verticale, donc vers les profondeurs de l'océan, mais également vers la chaîne alimentaire marine. Les trichodesmiums, très abondants dans les eaux intertropicales de l'Ouest Pacifique, joueraient donc possiblement un rôle important dans la capacité de l'océan à capter le carbone et ainsi à limiter l'effet de serre. Nous continuons de travailler sur cette question scientifique en utilisant des techniques permettant d'aller de la cellule à l'observation par satellite. Cependant, aujourd'hui la génétique a permis de découvrir d'autres fixateurs d'azote comme les Crocosphéra. De plus petite taille, ces cyanobactéries seraient présentes au-delà de la zone intertropicale et sur de bien plus grandes étendues géographiques, ce qui pourra avoir des conséquences sur notre compréhension du cycle du carbone et de l'azote dans l'océan. Mais ça, c'est une autre histoire.